Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Beaucoup de choses ont été dites sur la langue des écrivains africains francophones à différentes époques, et les traits de ces divers états de langue ont été assez bien décrits. Mais hormis quelques clichés souvent dépassés, on ne trouve guère d'études approfondies qui cherchent à expliquer ces états de langue dans leur causalité comme dans leur finalité. Comme pour tout écrivain, de quelque culture qu'il vienne, certaines caractéristiques semblent dues à des facteurs situés en amont de la création, qui se retrouvent ensuite sous forme de traces dans les textes. D'autres sont le résultat de choix plus ou moins conscients dictés par des raisons idéologiques ou esthétiques d'époque. C'est l'ambition de cet ouvrage d'explorer en diachronie ses causes et ses fins, pour étayer quelques hypothèses. Délimitation de l'objet d'étude. Pourquoi avoir choisi de ne prendre en considération dans cet ouvrage que les pays d'Afrique francophone au sud du Sahara? Cette question en contient en fait deux. Pourquoi les seuls pays d'Afrique francophone et pas les pays africains où des écrivains publient dans d'autres langues européennes? Pourquoi seulement le sud du Sahara, à l'exclusion de la francophonie maghrébine? Notre choix s'explique par plusieurs raisons. Une raison pratique d'abord, qui vaut aussi bien pour la restriction linguistique que pour la restriction géographique, qui trop embrasse mal étreint. Plus on étend son champ d'étude, plus on est contraint de faire état d'informations de seconde main, ce qui affaiblit d'autant la légitimité de l'auteur à traiter de la question. Un minimum d'honnêteté et de rigueur nous a commandé de nous limiter à des champs que nous avions passablement labourés au cours de notre carrière. Des raisons plus théoriques ensuite. La problématique sociolinguistique n'est pas la même dans les États africains du Maghreb ou du Machrek et dans les pays d'Afrique au sud du Sahara. Dans les premiers, notamment au Maghreb, l'arabe local, avec des variétés dialectales, s'impose largement, à côté des parlers berbères, souvent minorés, et des langues importées par les tutelles européennes, dans lesquelles on choisit de s'exprimer un certain nombre d'écrivains. Les pays arabes dits francophones, au nord du Sahara, sont donc loin de connaître le morcellement linguistique extrême de la plupart des États-nations de la francophonie subsaharienne, morcellement qui a contribué à déterminer autrement le français des écrivains africains de cette zone. Nous avons donc pris le parti de nous limiter à l'Afrique noire pour des questions d'homogénéité. Nous avons en revanche conservé Madagascar dans notre ensemble africain francophone, afin de suivre la tradition qui rattache cette île à l'Afrique pour ce qui est de la production littéraire francophone. Par ailleurs, si, dans l'ensemble subsaharien, nous n'avons pas retenu les pays africains où des écrivains non francographes rédigent en anglais, en portugais, en afrikaans, c'est que, à supposer que nous ayons quelques compétences dans au moins la première de ces langues, nous n'en maîtrisons pas les registres avec assez de finesse pour être capables de soumettre les œuvres qu'elles ont produites à une analyse stylistico-linguistique poussée. Dans la mesure où le français est notre langue maternelle, seules les œuvres francographes nous offraient cette opportunité. En outre, dans les pays africains soumis à une sujétion étrangère, majoritaire sur le continent à l'époque coloniale, les politiques linguistiques n'ont pas été les mêmes selon que la tutelle était anglaise, allemande, française, portugaise. Ces politiques différentes ont laissé des traces chaque fois spécifiques dans les modalités d'expression des écrivains africains rédigeant dans une langue importée. Dans l'ère francophone, il n'y a eu à cet égard que deux types de politiques envers les langues locales, celle de la Belgique et de la France, ce qui réduit la complexité de la question. On peut enfin se demander ce qui justifie l'absence de la production littéraire de l'ensemble afro-caraïbe francophone, auquel pourraient s'ajouter les îles francophones de l'océan Indien. Cette littérature fut en effet largement associée, comme celle de Madagascar, à l'Afrique à l'époque de la négritude francophone. C'est que depuis la publication d'Éloge de la créolité, co-signé par Bernabé, Chamoiseau, Confiant, beaucoup d'auteurs et critiques antillais ont remis en cause la prépondérance de leurs racines linguistico-culturelles africaines. Il est vrai que la situation n'a de toute façon jamais été la même dans ces îles, où il n'y avait pas de langue a priori commune entre les membres de ces sociétés d'esclaves importés de divers horizons du continent africain. En zone réputée francophone, s'est progressivement forgée une langue originale à partir du français parlé par le maître, auquel se sont agrégés des éléments lexicaux ou syntaxiques de quelques langues africaines dominantes, Fon, Mandingue, Yoruba.
L'appropriation de ce créole est devenue identitaire à l'échelle d'une communauté culturelle polyétatique. C'est ce parler de création hybride qui a parfois des incidences dans la langue d'écriture de quelques Antillais francographes comme Chamoiseau ou Confiant. La problématique est donc assez différente. Organisation de l'ouvrage. Il se compose de deux parties. La première dresse un tableau sociolinguistique des langues, locales et importées, qui sont parlées dans les pays d'Afrique subsaharienne dite francophone, y compris bien entendu, des langues qui seraient également parlées dans un pays voisin anglophone ou lusophone. Il convient toutefois de relativiser d'emblée la portée de ce qualificatif, car la compétence en français varie considérablement selon les catégories de population, en fonction de la combinaison de deux facteurs principaux. Rural versus urbain, scolarisé versus non scolarisé. Non seulement les langues sont donc recensées par famille mais leur statut socio-linguistique est analysé. Langue maternelle ou langue seconde, degré d'extension, ethnique, régionale, nationale, degré de compétence, type d'usage, place dans la politique linguistique nationale et dans des hiérarchies de valeurs plus ou moins implicites. Cette première partie n'est pas impérativement destinée à une lecture suivie. Le lecteur, en fonction de sa compétence en ethnolinguistique, pourra s'y attarder plus ou moins longuement ou y revenir en fonction de ses besoins. Elle consiste essentiellement en un état des lieux socio-linguistiques, pays par pays, avec les mêmes rubriques d'un état à l'autre. Il faut donc voir cette section surtout comme une base de données qui peut être consultée ponctuellement à tout moment par quiconque veut de plus amples informations sur le contexte sociolinguistique dans lequel tel ou tel écrivain a rédigé son œuvre. Elle constitue en quelque sorte un préalable utile aux propos essentiels de cette étude, développée dans la partie 2 et définie par le titre du volume, Analyser l'évolution de la langue d'écriture des écrivains africains d'expression française depuis la naissance de cette littérature jusqu'à aujourd'hui. L'ouvrage s'ouvre donc logiquement sur ce panorama sociolinguistique puisque nous partons de l'hypothèse que la situation dans laquelle se trouve, de ce point de vue, l'écrivain est un des facteurs essentiels qui détermine sa langue d'écriture. Cette situation sociolinguistique dépend à son tour de facteurs multiples. Configuration linguistique du pays où réside l'auteur concerné ou dont il est originaire, régime plus ou moins polyglossique de sa région d'origine, classe sociale et habitus linguistiques dans lesquels sa condition et ou son activité le rangent au sein de sa société. Ce déterminisme sociolinguistique est lui-même le produit d'autres données qui seront évoquées tout au long de la partie 2. Histoire de l'Afrique, histoire propre à chaque pays, histoire des générations d'écrivains, histoire personnelle des auteurs. Ces différents paramètres ont des incidences aussi bien en termes de compétences qu'en termes d'idéologie dans l'usage que font ces écrivains du français littéraire. Cette question de la place occupée par chaque auteur parmi ces types de situations sociolinguistiques nous a paru une donnée suffisamment importante pour qu'une section préliminaire soit consacrée à en établir une typologie. Il ne s'agit pas bien sûr d'un déterminisme mécanique, où une situation sociolinguistique propre engendrerait automatiquement un type d'écriture spécifique. Il s'agit plutôt d'un cadre premier à l'intérieur duquel vont s'inscrire tous les autres déterminismes, suivant un processus multifactoriel. On remarquera à ce propos que le titre de ce livre, Les écrivains africains francophones et leur langue, peut apparaître comme un paradoxe. Le pluriel mis au mot langue semble en effet contredire l'épithète francophone qui suppose l'usage d'une seule. Il s'agit par ce pluriel de suggérer que si ces auteurs s'expriment effectivement en français, leur écriture peut être travaillée par d'autres langues et d'autres modes d'expression, qui ne sont parfois perceptibles qu'en filigrane mais qui d'autres fois sont plus visibles et donnent à ces Français une allure particulière, les distinguant plus ou moins nettement de la norme hexagonale. Quant à la seconde partie, pour une histoire de l'écriture littéraire africaine francophone, nous avons pris le parti de l'organiser en 3 époques, selon une périodisation raisonnée et justifiée par des ruptures épistémologiques. 1. L'académisme de la période coloniale. 2. La tropicalisation du français, à l'écoute des parlures. 3. Le temps postcolonial de la littérature monde, une écriture décomplexée. Pour des raisons de commodité, à l'intérieur de chacune de ces époques ont été distingués les 3 grands genres qui structurent cette production littéraire.
À ces réserves près, une telle partition nous est néanmoins apparue comme nécessaire car les contraintes d'écriture soumises aussi aux lois du genre ne sont pas toujours les mêmes dans le cas des textes narratifs, des pièces de théâtre ou des recueils de poèmes. Les traits de l'écriture dominante de chacune de ces trois périodes seront illustrés par un échantillon de romanciers, dramaturges et poètes représentatifs des tendances d'époque sans prétention à l'exhaustivité. Cette sélection laissera donc de côté bon nombre d'écrivains, dont certaines figures majeures, parce que l'analyse de leur écriture n'apporterait rien de nouveau par rapport aux caractéristiques du modèle dominant à telle époque. Le présent volume sera complété par un autre, composé d'une série de chroniques écrites par Daniel Delat dans le même esprit, à propos d'œuvres contemporaines du même champ littéraire francophone. Ce recueil de Daniel Delat permettra de donner un autre éclairage aux grands traits d'une poétique d'écriture franco-africaine, en mettant mieux en lumière la diversité des singularités individuelles au sein d'un climat d'époque. Partie 1. Le contexte sociolinguistique en Afrique noire francophone. 1. Les langues originaires du continent. La situation linguistique de l'Afrique est multiple et complexe. Sur le continent, on dénombre environ 2000 langues, dont beaucoup sont des variantes dialectales d'un ensemble plus important à l'intérieur duquel il existe un degré plus ou moins grand d'intercompréhension. Ainsi en va-t-il par exemple des langues mandingues, sous-ensemble du groupe mandé, à l'intérieur desquelles on distingue le bambara bamanakan, le malinké, maninkakan, le mandinka, mandinkakan et le dioula, julakan. Parmi toutes ces langues africaines, une cinquantaine seulement sont parlées par plus d'1 million de locuteurs. L'usage, chez les linguistes, est de regrouper les composantes de cette immense dispersion linguistique en un nombre limité de grandes familles. Les systèmes de classification sont un peu différents suivant les écoles, mais de l'un à l'autre, les modèles ne varient guère dans leurs grandes lignes. Pour ce panorama, nous suivrons principalement la classification de Greenberg, 1963, qui, en dépit de son ancienneté, demeure encore la référence la plus incontestable dans les milieux scientifiques. Il est bien entendu hors de question de faire ici une présentation détaillée de cet ensemble linguistique structuré, d'autant qu'il existe déjà en la matière des publications très complètes. Il s'agira donc seulement d'en rappeler les grandes lignes afin de fournir quelques repères. Même si notre intention est de n'aborder que le cas de l'Afrique noire francophone, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble de la partie subsaharienne du continent africain. En effet, beaucoup de familles linguistiques et même de langues à l'intérieur de ces grandes familles ont des locuteurs à la fois dans les zones cataloguées comme francophones et dans celles qui sont étiquetées anglophones ou lusophones, les découpages coloniaux dont sont issus les États actuels n'ayant pas davantage respecté la cohérence linguistique que ne l'avaient fait auparavant certains des grands empires précoloniaux dont les frontières obéissaient aux aléas de la politique plus qu'à une logique linguistique ou même culturelle. Ainsi est-ce le cas entre autres pour le Haoussa, le mandingue, le peul, le swahili ou le yoruba qui sont des langues de grande extension. Notre intention n'est pas de recenser tous les pays où les langues de ces différents tableaux sont parlées, mais seulement les pays que nous avons retenus pour notre analyse linguistico-littéraire. Ceci concerne spécialement les pays du Maghreb, et a fortiori du Machrek, même si bien entendu, des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ou la Libye sont des pays africains. A famille NIGERCONGO. Ce premier ensemble se subdivise lui-même en 8 groupes distincts, qui se rapportent respectivement aux pays suivants. B. Famille NILOSAHARIENNE. Ces familles CHAMITO sémitique AFRO ASIATIQUE. Des familles malayo-polynésiennes. Pidgin. 2. Les langues importées. Dans la zone dite francophone, que nous avons choisi d'explorer, la première langue importée est évidemment le français, héritage de la colonisation. La plupart du temps, il a le statut de langue officielle, seul ou avec d'autres langues, et c'est généralement la langue de l'administration pour tous les actes de la vie publique. Il est également un peu partout, langue d'enseignement même si, dans cette fonction, il est parfois combiné avec une ou plusieurs langues locales. Cela dit, plutôt que de parler du français utilisé dans cette ère francophone,
il vaudrait mieux parler des Français car il est utilisé à des degrés de compétence très divers et a donné lieu à bien des variantes locales. Le degré d'assimilation par la population de cette langue importée varie sensiblement d'un pays à l'autre comme nous le verrons par la suite. Toujours est-il qu'un peu partout, dans ces pays dits francophones, la proportion de la population qui en ignore l'usage, en particulier en milieu rural, reste dans l'ensemble importante. À côté du français sous toutes ses formes, de la variété académique au français populaire, on peut noter la présence de l'anglais. Cette langue a toujours été parlée, plus ou moins bien, en quelques points de l'ère francophone, singulièrement au Cameroun, mais aussi dans certaines bandes frontalières de pays anglophones tels que le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, l'Ouganda, la Tanzanie. Depuis quelques années, il est en forte progression. Cela tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord au prestige de l'anglais comme langue internationale qui séduit un nombre de locuteurs de plus en plus important, mais aussi à la volonté politique de certains États qui ont décidé de le promouvoir dans le système scolaire, comme c'est par exemple le cas au Rwanda. Il convient aussi de noter une présence non négligeable de l'arabe dans les pays du Sahel comme la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Tchad et même la Guinée. D'autres langues importées sont enseignées dans le système scolaire, mais elles ne sont pas devenues pour autant des outils de communication significatifs entre les communautés. Après ce tableau sommaire de la distribution des grands groupes linguistiques sur le continent africain, examinons maintenant la situation sociolinguistique pays par pays dans l'Afrique francophone, en portant notre attention sur le rôle respectif des langues parlées dans le fonctionnement social et politique de chacun des États selon une perspective hiérarchique. Langue d'usage local et privé, langue régionale, langue véhiculaire à l'échelle nationale, langue officielle. Nous nous intéresserons bien sûr aux situations de fait, mais aussi aux politiques plus ou moins volontaristes menées par tel ou tel État pour infléchir ou modifier ces situations. Création d'instances de promotion des langues locales sous forme d'académies chargées de la standardisation des parlers et de leur orthographe, campagnes d'alphabétisation, etc. Seront incluses dans cette présentation les langues européennes en usage dans chacun des pays ainsi que leurs variantes locales, qui ne sont pas toujours des pidgins et qui peuvent être plus ou moins officialisées. Cette situation sociolinguistique varie sensiblement d'un pays à l'autre, et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le parti d'une présentation pays par pays à l'intérieur des trois types de situations que nous avons distingués. Elle est essentielle pour comprendre comment l'écrivain africain s'est forgé sa propre langue d'écriture, en fonction de son parcours personnel et de ses engagements au sein de sa propre société. C'est ce dont nous traiterons dans notre seconde partie. 3 situations sociolinguistiques des différents pays d'Afrique noire francophone. La troisième section de cette première partie, présentant cette fois la situation sociolinguistique en Afrique francophone pays par pays, va suivre un plan fondé sur les distinctions suivantes. Les pays ayant une langue nationale unique en concurrence avec le français. Les pays linguistiquement morcelés, mais avec une langue véhiculaire utilisée à l'échelle de l'ensemble du pays. Les pays linguistiquement morcelés avec une ou plusieurs langues véhiculaires régionales. Si nous choisissons d'adopter cette catégorisation qui aboutit d'ailleurs à des ensembles quantitativement très inégaux, c'est que chacun de ces types de situations sociolinguistiques semble avoir un impact différent sur la langue de rédaction choisie par les écrivains, comme nous le verrons à la fin de cette première partie. Pour des raisons de commodité de consultation, nous avons adopté à l'intérieur de chacune de ces 3 sections l'ordre alphabétique par pays. A. Les pays ayant une langue nationale unique en concurrence avec le français. Ils ne sont que 3 dans cet ensemble. Le Burundi et le Rwanda avec respectivement le Kinyarwanda et le Kirundi, et Madagascar avec le malgache. 1. Burundi et Rwanda. Nous traitons conjointement ces 2 premiers pays dans la mesure où la situation sociolinguistique y est à peu près la même, et où les 2 langues nationales qui y sont respectivement parlées à 100% à l'échelle nationale sont très proches l'une de l'autre. Il y a un excellent degré d'intercompréhension entre les 2 malgré quelques différences dialectales. Cela dit, pour des raisons liées aux tribulations historiques différentes qu'ont connues respectivement ces 2 pays, la politique linguistique menée par l'État n'est absolument pas la même. C'est pourquoi nous avons persisté à les distinguer. A. Langue parlée.
Ces deux pays sont situés dans la zone dite interlacustre de l'Afrique centrale. Ils ont été administrés, après la Seconde Guerre mondiale, par la Belgique sous mandat de la SDN puis de l'ONU. Ce type de tutelle plus souple a permis une politique moins agressive à l'encontre des langues autochtones, dont l'usage a pu se maintenir plus facilement. Cette permanence vivace a été en outre favorisée par le fait que, dans cette zone, il n'y avait pas de véritable morcellement linguistique. Y sont respectivement parlés le Kirundi-Burundi et le Kinyarwanda-Rwanda, langues appartenant à la famille des langues bantoues. En fait, plus que de langues distinctes, il s'agit de variantes dialectales d'une seule et même langue. Il y a intercompréhension immédiate et quasi totale entre les usagers de ces deux idiomes. Les quelques différences se situent au niveau de la prononciation ainsi que dans quelques variantes lexicales. Dans les deux pays, ces langues sont pratiquées par la totalité de la population cumulée, soit 22,5 millions en 2015, 12 millions pour le Rwanda et 10,5 millions pour le Burundi. Ce sont les deux seuls pays d'Afrique subsaharienne à avoir une telle homogénéité linguistique. Le cas est suffisamment exceptionnel pour mériter d'être souligné. Toutefois, la zone d'intercompréhension entre le Kirundi et le Kinyarwanda dépasse largement les frontières politiques des deux pays. Elle touche la province du Kivu, en particulier la région de Rutshuru, en République démocratique du Congo. Les régions du Karagwe et du Bua en Tanzanie. La région du Bufumbira en Ouganda. Cela fait qu'en fin de compte, les deux idiomes peuvent être parlés et ou compris par une petite trentaine de millions de locuteurs. À ces deux parlers de terroir, il convient d'ajouter le swahili, la grande langue véhiculaire d'Afrique orientale mais qui s'est également bien implantée en République démocratique du Congo et qui gagne du terrain depuis 2 décennies. C'est pourquoi le swahili est compris et bien souvent parlé à titre de langue seconde par une bonne partie de la population des deux États, notamment dans les zones frontalières avec la Tanzanie, l'Ouganda et la rez-de-chaussée, mais aussi dans les grandes villes pour les activités commerciales. Sont aussi utilisés à moindre degré le lingala et le luganda, respectivement langue véhiculaire et langue régionale parlée en rez-de-chaussée et en Ouganda. Pour ce qui est des langues européennes, le Burundi et le Rwanda sont de tradition francophone. La francophonie a été présente dans les deux pays dès la colonisation allemande, du fait de l'importante présence antérieure de pères blancs francophones qui ont christianisé la population locale. Toutefois, comme en rez-de-chaussée, l'enseignement primaire et la catéchèse se donnaient en langue locale. Elle s'est développée et imposée lorsque ces deux territoires ont été placés sous mandat de la Belgique, après la défaite de l'Allemagne au terme de la Première Guerre mondiale. Toutefois, depuis environ 3 décennies, l'anglais est venu concurrencer le français. Ces deux langues ne sont cependant maîtrisées que par la partie scolarisée de la population, et ce, à des degrés de compétences divers en fonction du niveau d'études. L'importance et le statut respectif de ces deux langues a connu un basculement depuis l'intégration du Burundi et du Rwanda dans la East African Community, EAC, qui comporte une majorité de pays anglophones d'Afrique orientale. Pour bien comprendre cette évolution, il convient d'examiner la politique linguistique volontariste respective de chacun des deux États, qui suit à peu près la même direction, avec toutefois quelques nuances. B. Politique linguistique au Burundi. Le Burundi a élaboré un projet de politique linguistique explicite à l'occasion de l'adoption de sa politique culturelle générale en 2007. Il vise en particulier à prendre certaines mesures pour une meilleure utilisation de la langue nationale, le Kirundi, afin d'en faire un tremplin culturel pour le développement du pays. Des commissions ont été créées depuis lors afin de produire des documents adaptant la langue nationale aux usages qui servent ces objectifs. Éducation agricole, sanitaire, etc. Elles travaillent en particulier à normaliser l'orthographe du Kirundi et à organiser des activités de promotion, tels que festivals, concours littéraires, tables rondes, archivage de documents littéraires en cette langue. Depuis l'indépendance, le Kirundi a toutefois toujours eu le statut de langue officielle et nationale, ainsi que le stipulait l'article 5 de la Constitution de 1962. La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le Kirundi et toutes les autres langues déterminées par la loi, sans que la liste de ces autres langues ait jamais été expressément dressée. En réalité,
Le statut de langue officielle du Kirundi ne s'est qu'assez peu traduit concrètement et avant le tournant politique des années 2000, la plupart des discours et documents officiels étaient en français. C'est donc cette dernière langue qui, dans les faits, faisait seule, jusque-là office de langue officielle bien que, de l'aveu même du document d'orientation culturelle de 2007 publié par l'État burundais, le français ne soit à peu près correctement maîtrisé que par à peine 15% de la population. Depuis la mise en place du nouveau projet de politique linguistique, 3 langues ont le statut de langues officielles, le Kirundi, le français et l'anglais. Le Kiswahili, bien qu'il soit largement utilisé dans le pays, n'a finalement pas obtenu ce statut. Reste à déterminer dans quelle proportion et dans quels domaines respectifs les langues officielles vont être pratiquées. Une telle mesure consacrant 3 langues officielles et une langue semi-officielle implique l'instauration d'une nouvelle politique d'enseignement. La politique linguistique à l'école. Depuis l'année scolaire 2006 à 2007, 4 langues sont à enseigner au cours du cursus primaire. Il s'agit des 4 langues décrétées potentiellement officielles, le Kirundi, le français, le Kiswahili et l'anglais, ces 2 dernières langues depuis l'adhésion du Burundi à l'EAC. Dans la mesure où l'introduction simultanée de ces 4 langues dans l'enseignement primaire risque d'être trop lourde pour les élèves et d'avoir des effets contre-productifs, il a été prévu qu'elle serait progressive tout au long du cycle primaire. Toutefois, pour ce qui est de l'enseignement public, le Kirundi est la langue d'enseignement de toutes les matières, de la première à la 4e année du primaire. Les 3 autres langues, quant à elles, ne sont que des matières d'enseignement introduites progressivement au cours du cycle. Après l'école primaire, ces langues continueront à être à la fois des matières et des véhicules d'enseignement. Le français a donc perdu, depuis environ 2 décennies, son statut de langue privilégiée d'enseignement dans tous les niveaux du secteur public. Il n'y a guère que dans l'enseignement supérieur qu'il reste le véhicule quasi exclusif de l'enseignement. Il convient de noter toutefois que le Kiswahili est enseigné comme matière au département des langues et littératures africaines de la faculté des lettres et sciences humaines. Dans le secteur privé, l'enseignement privé catholique est très important au Burundi. C'est toutefois le français qui, dans la plupart des établissements, reste utilisé à tous les niveaux comme véhicule d'enseignement, le Kirundi n'étant qu'une simple matière enseignée parmi d'autres. Cela explique en partie l'engouement de l'élite rwandaise pour l'enseignement privé, notamment pour le cycle primaire. Elle craint en effet la dégradation de l'apprentissage du français, qu'elle voit comme un facteur puissant de promotion sociale dans l'enseignement public. La politique linguistique dans le fonctionnement social général. Pour tous les documents officiels relatifs aux relations du Burundi avec l'EAC, ce sont le Kiswahili et l'anglais qui sont utilisés comme langue officielle. Le Kirundi est quant à lui très présent aux côtés du français, dans les médias écrits, audio ou audiovisuels. Voici les principales publications périodiques de presse écrite qui sont ou ont été présentes dans le paysage médiatique burundais de ces dernières années. Presse privée et indépendante, Iwaku, Gutwaraneza, Rumuri Kirangabo, Ndongozi, organe de presse catholique, Ubuntu Lumière Info, Imboneza News, Arc-en-Ciel, l'Hebdomadaire, L'Indépendance, Le Carrefour des idées, L'Aube de la démocratie, L'Étoile et la Nation, Le Nationaliste. La publication de ces périodiques n'est pas toujours régulière et ils sont souvent censurés dans un pays où la liberté de la presse est loin d'être acquise. Presse publique, Le Renouveau, gouvernemental, c'est le seul quotidien régulier du pays. Pour ce qui est des médias audio ou audiovisuels, il existe, d'une part, 2 radios privées. Radio Bonesha et Radio Isanganiro, d'autre part, la RTNB qui regroupe les chaînes de la radio-télévision publique. Toutes mêlent dans leur diffusion le français et le Kirundi. Il existe en outre quelques publications littéraires en Kirundi, en particulier dans le domaine du théâtre, avec notamment la dramaturge Marie-Louise Sibazuri, la plus connue des auteurs dramatiques burundais, 75 pièces à son actif, dont plusieurs ont été primées, qui a écrit aussi bien en Kirundi qu'en français. Elle a été, entre autres, l'auteur d'un feuilleton hebdomadaire diffusé à la radio, 840 épisodes, sous le titre Umu Bonini WW Muriango, Nos voisins ce sont eux notre famille, qui a rencontré un immense succès populaire, ainsi que d'un soap-opéra à la manière nigériane, Tuyaga Twonger, Discutons encore. Ces productions ont grandement contribué à donner un statut culturel prestigieux à la langue Kirundi.
Le reste de la production littéraire burundaise est en français. En fait, la situation réelle des langues parlées au Burundi est loin de toujours correspondre à leur statut légal tel qu'il a été décrété par les autorités. Bien que le Kirundi soit reconnu de droit comme la seule langue à la fois nationale et officielle, rares sont les textes légaux et réglementaires qui sont rédigés et diffusés dans cette langue. C'est plutôt le français qui remplit toujours cette fonction dans les différents organismes officiels, et qui continue à dominer le paysage institutionnel. C. Politique linguistique au Rwanda. Ainsi que nous l'avons vu, la situation linguistique au Rwanda est presque identique à celle du Burundi, puisque la population dans son entier parle une seule langue autochtone, le Kinyarwanda, suffisamment proche du Kirundi pour qu'il y ait entre les deux langues intercompréhension immédiate. Par conséquent, le problème de la communication au sein de chaque peuple et entre les deux peuples ne se pose pas. La situation géographique des deux pays étant par ailleurs très proche, on y retrouve les mêmes langues parlées au titre de langue seconde, français, anglais, Kiswahili, Lingala et Luganda. Ce qui peut différer entre les deux États en matière de contexte sociolinguistique tient donc à d'éventuelles spécificités dans la conduite de la politique linguistique. À cet égard, l'une des différences majeures tient au fait que, depuis l'automne 2008, un décret a fait de l'anglais la seule langue d'enseignement à tous les niveaux, alors qu'auparavant le Kinyarwanda, langue nationale et officielle, cohabitait en complémentarité fonctionnelle avec le français, l'anglais et dans une mesure moindre le Kiswahili, toute langue qui avait le statut de langue officielle, arrêté présidentiel de 1996. Le Rwanda a adhéré en 2008 au Commonwealth. La politique linguistique à l'école. Le gouvernement rwandais a donc imposé comme langue d'enseignement l'anglais, parlé par une petite élite dirigeante minoritaire, à une majorité intellectuelle francophone, 98% de la population lettrée, ce qui marque une volonté politique claire de faire sortir à terme, une ou deux générations, le Rwanda du giron de la francophonie. Cette situation est relativement exceptionnelle puisque le Rwanda est, avec le Mozambique, l'un des deux États membres du Commonwealth sans lien colonial antérieur avec le Royaume-Uni. Les raisons en sont diverses et les analystes ont avancé trois hypothèses principales, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre. La rupture en 2006 des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France, après l'émission par le juge Bruguière de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de proches du président Kagame, soupçonnés d'être impliqués dans l'attentat ayant coûté la vie au président de l'époque, Juvenal Habyarimana. Dans un ordre d'idées proches, l'accusation portée par l'actuel gouvernement, où dominent des hommes politiques anglophones derrière le président Paul Kagame, anglophone lui-même, à l'encontre de la France, soupçonnée de complicité avec le précédent régime dit Hutu dans la planification et l'exécution du génocide Tutsi. Rejeter le français, c'est rejeter la langue d'un pays qui serait coupable, mais les mesures prises brutalement sans avoir été véritablement préparées, n'ont pas manqué d'avoir des répercussions sociales et sociolinguistiques sur la communauté rwandaise dans son ensemble. Le gouvernement rwandais a ainsi exclu du système d'éducation publique des milliers d'enseignants incapables de se reconvertir pour enseigner en anglais. Il en va de même pour un grand nombre de fonctionnaires, employés d'administration, cadres moyens, qui jusqu'ici avaient été habitués à travailler essentiellement en Kinyarwanda et en français, ainsi qu'en Kiswahili dans certaines régions, et dont la reconversion linguistique n'a pas été suffisamment préparée. D'une façon générale, ce changement de politique a contribué à la dégradation de l'enseignement public, faute d'enseignants anglophones en nombre suffisant pour se substituer aux francophones. Beaucoup de ceux qui sont restés dans le système, grâce à un niveau minimal en anglais, ne maîtrisent toutefois pas suffisamment cette langue pour en faire une langue d'enseignement efficace, apte à transmettre des connaissances de tous ordres. Seule, une petite élite rwandaise a la possibilité d'échapper à ces conséquences négatives en scolarisant ses enfants dans des établissements privés dont une bonne partie a conservé le français comme langue d'enseignement, ou bien qui disposent d'enseignants anglophones vraiment compétents, capables de mettre en œuvre des stratégies pédagogiques pour le passage de la francophonie à l'anglophonie. Au sein de cette élite fortunée, certains parents ayant acté cette conversion linguistique, scolarisent aussi leurs enfants dans des pays anglophones étrangers, aux États-Unis, au Canada et sur le continent africain, dans les pays anglophones voisins. Kenya, Tanzanie,
afin de leur permettre de recevoir une bonne formation en anglais et de les placer ainsi favorablement pour l'obtention d'une place convoitée dans la nouvelle société rwandaise. C'est donc, au moins sur le plan institutionnel, l'anglais qui remplace aujourd'hui le français comme instrument de sélection et de domination. En 2018, l'élection, avec l'appui de la France, de la ministre des Affaires étrangères rwandais, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de la francophonie, laisse aujourd'hui penser à une volonté d'apaisement des deux parties. La situation réelle dans la société rwandaise. Toutefois, cette situation officielle ne correspond pas forcément à la réalité des pratiques linguistiques actuelles. De ce point de vue, le contexte sociolinguistique se rapproche davantage de celui du Burundi. Nous avons vu que dans les deux États, malgré leur statut de pays francophone, l'usage du français ne concernait qu'une petite minorité de la population, entre 15 et 20% selon une estimation de 2010, mais c'est encore la langue européenne qui pour l'instant reste majoritaire dans la société, principalement urbaine, y compris dans ses variantes populaires locales. Pour ce qui est de la littérature et de la presse, on peut dire que la grande majorité des écrivains rwandais, y compris les plus récents, est toujours francophone, Gilbert Gator, Esther Mujawayo, Révérien Rurangwa. La plus connue d'entre ces écrivains est sans doute Scholastique Mukasonga, publié chez Gallimard, qui a obtenu le prix Renaudot en 2012 avec Notre-Dame du Nil. Certains, parallèlement à leur œuvre francophone, ont cependant publié des volumes en Kinyarwanda, le plus souvent en version bilingue et dans des maisons d'édition hors d'Afrique, comme Alexis Kagame, Cyprien Rugamba ou François-Xavier Munzero Gassimba. Les autres auteurs qui publient en Kinyarwanda doivent le faire à compte d'auteur. Des institutions comme le Club Rafiki, émanation de l'Église catholique, ou l'Association des écrivains rwandais, IBARWA, œuvrent à la diffusion de ces ouvrages dans le pays, mais elle reste très confidentielle et n'a pas de visibilité internationale. La seule maison d'édition locale a publié de la littérature en Kinyarwanda. Les éditions Bakame, fondées en 1995, ne publient que des livres pour la jeunesse. Elle a une très faible diffusion, du fait de l'absence de réseau dans un pays où la littérature est un produit de luxe et où il n'existe pas de véritable culture de la lecture. Pour ce qui concerne la presse écrite ou audiovisuelle, les médias rwandais, officiellement libres, restent très marqués par les drames de l'histoire récente, d'autant que le paysage médiatique a été totalement bouleversé pendant et après le génocide de 1994. Les blessures sont très profondes et la reconstruction difficile. Depuis ces événements tragiques, il y a eu un complet renouvellement des titres de la presse écrite avec l'apparition de journaux en anglais, conséquence logique de la nouvelle politique, et un développement significatif de la presse en Kinyarwanda. Toutefois, la presse en langue française se taille encore la part du lion. Pour combien de temps ? Actuellement, une quinzaine de journaux, dont 2 organes publics, forment avec la radio-télévision publique le paysage médiatique rwandais. Il s'agit de périodiques à la fréquence plus ou moins aléatoire, dont les plus gros tirages n'excèdent pas les 2000 exemplaires et dont le contenu se limite au politiquement correct. Dans le cadre de la presse audiovisuelle, à côté de la radio-télévision rwandaise publique qui diffuse conjointement en Kinyarwanda, en français et en anglais, il existe plusieurs chaînes privées. Si certaines sont monolingues, français, anglais, Kinyarwanda ou Kiswahili, plusieurs d'entre elles ont adopté le principe du plurilinguisme, avec des proportions différentes entre les langues selon leur obédience. Il faut signaler que sont également diffusées et écoutées un certain nombre de chaînes étrangères émettant pour un auditorat exogène, comme La Voix de l'Amérique, la BBC et la Deutsche Welle. Il convient de mentionner à ce propos que RFI, Radio France Internationale, qui diffuse pourtant dans toute l'Afrique francophone, a été longtemps absente au Rwanda. C'est la conséquence des relations politiques difficiles entre la France et le Rwanda après le génocide de 1994. Le contexte sociolinguistique de ce pays qui a connu de très importants bouleversements en la matière au cours de la dernière décennie, avec notamment l'introduction de l'anglais en lieu et place du français comme langue d'enseignement, est donc actuellement très labile et très incertain. Il est aujourd'hui difficile de mesurer la portée de la politique d'anglicisation de la société. Il semble que pour l'instant, il y ait une certaine résistance de la part des francophones, mais jusqu'à quand ?
2. Madagascar. Nous avons inclus Madagascar dans ce catalogue sociolinguistique des pays d'Afrique noire francophone, bien que l'appartenance pleine et entière de la Grande Île à l'Afrique puisse être historiquement et anthropologiquement discutée. Mais il est certain en tout cas que, pour ce qui concerne la production littéraire, le pays a souvent été englobé dans l'ère culturelle africaine, tant du fait de la volonté des créateurs eux-mêmes, en particulier à l'époque de la négritude triomphante, que des catégories utilisées par la réception. A. Langue locale. À la différence de la plupart des autres pays d'Afrique francophone, à l'exception du Burundi et du Rwanda, Madagascar se signale par son indéniable unité linguistique. En effet, si le malgache connaît plusieurs variantes dans ses réalisations phonétiques, syntaxiques et lexicales, c'est la seule langue locale de l'île et la question de l'intercompréhension entre les variétés régionales ne s'est jamais posée en termes difficiles à résoudre. Un standard a d'ailleurs été depuis longtemps établi. Le malgache s'écrit depuis près de 2 siècles. Comme tout standard, il évolue avec le temps, mais il fait toujours office de norme pour une période donnée. C'est ce malgache standard qui est enseigné à l'INALCO. Le malgache fait partie du sous-groupe occidental des langues austronésiennes, la famille malayo-polynésienne. B. Situation sociolinguistique. Il existe en fait 2 grandes catégories de malgache pratiquées dans le pays. D'une part, le malgache standard, classique pourrait-on dire, celui qui a le statut de langue officielle et qui est utilisé dans la presse écrite et audiovisuelle, dans la littérature publiée dans cette langue et dans tous les aspects de la vie civile et administrative. Ce malgache a une tradition écrite depuis le premier tiers du XIXe siècle avec l'arrivée des premiers missionnaires. D'autre part, les variétés de malgache dialectal rencontrées dans les différentes régions du pays, dont l'usage reste essentiellement oral, à des fins de communication privée. Certes, le français, héritage de la période coloniale, voisine avec le malgache dans les usages administratifs et dans la vie culturelle, presse, littérature, mais à la différence de ce qui se passe dans les autres pays francophones d'Afrique, c'est le malgache qui est en position largement dominante. Du fait que cette langue peut être un outil de communication d'un bout à l'autre du pays, le français n'a pas eu à jouer le rôle de langue véhiculaire qu'il a eu parfois ailleurs en Afrique, et comme il n'est souvent utilisé que par l'élite, le français de Madagascar est sans doute celui qui s'est le moins doté de particularités locales. Une bonne partie de la population rurale ne le parle pas, et il est surtout utilisé par une élite scolarisée à un niveau avancé puisque le malgache est la langue exclusive de l'enseignement primaire. C. Politique linguistique. La malgachisation de la communication dans l'administration, l'enseignement, la presse et la littérature est très ancienne. Elle a commencé dès l'indépendance et s'est sensiblement accélérée après la présidence de Tsiranana. Dans l'enseignement, le malgache malagasy est la langue officielle d'enseignement à tous les niveaux. Le français reste cependant de loin la langue étrangère privilégiée, même s'il est officiellement, d'après une décision le 2015, mis en concurrence aujourd'hui à égalité avec l'anglais, et cette place augmente en fonction du niveau d'études jusqu'à aboutir à un véritable bilinguisme dans l'enseignement supérieur. Dans la presse écrite et audiovisuelle. Dans ce secteur, le malgache est aussi en position ultra-dominante. Les 4/5 des journaux édités à Madagascar le sont en langue malgache, le 5e restant étant francophone à l'exception d'1 ou 2 publications en anglais. Et les tirages des journaux en malgache sont nettement supérieurs aux autres. De même, la radio et la télévision diffusent principalement en malgache et à l'inverse de ce qui se passe dans les pays d'Afrique francophone, ce sont cette fois les émissions en français qui sont minoritaires. Dans la littérature. Sous l'influence d'émissions, une littérature écrite en langue malgache a émergé dès le XIXe siècle, la Bible est traduite en malgache dès 1835 et est toujours vivace aujourd'hui. Elle a d'abord concerné la poésie avec des créations inspirées par les grands genres oraux de Madagascar, notamment les célèbres Aïteni. Après les années 20 du XXe siècle, cette poésie en langue malgache devient plus engagée et plus politique avec des poètes comme Rabé Arivelo, Ranaïvo, Esther Nirina ou Dox, pseudonyme du poète Razakandraina. Souvent censuré comme subversif pendant l'occupation coloniale, par exemple la pièce NY Fereneko de Nana Samoeli en 1944,
Elle a connu un certain renouveau après les indépendances, en s'inspirant surtout du théâtre traditionnel et musical. Mais dès le milieu du XXe siècle, il y a également eu une production romanesque en malgache avec des pionniers comme Emilson Daniel Adriamalala, auteur de Tao Lambalo, Huitos ou de Zaza Vavindrano, La Naïade, ou encore Alphonse Ravoiranahari qui s'est fait connaître avec Andraosi Kelly au Petit Rosier et Tao Anatini Sarotra au cœur de l'adversité. Certes, dès la colonisation de l'île, il y a aussi eu une abondante création littéraire en langue française, certains écrivains ayant choisi cette langue pour donner une plus grande diffusion à leur œuvre et pour lutter contre des régimes autoritaires. Il convient toutefois de noter que nombreux ont été les écrivains à écrire dans les deux langues, notamment les plus connus d'entre eux comme Rabé Arivelo, Rabé Mananjar et aujourd'hui Jean-Luc Rahari Manana, dont on peut dire plus précisément qu'il écrit entre les langues. B. Les pays linguistiquement morcelés, mais avec une langue autochtone à fonction véhiculaire utilisée à l'échelle de la nation. Les pays africains possédant une langue véhiculaire autochtone, utilisée à l'échelle nationale, ne sont pas non plus très nombreux. On peut en recenser 4 pour la zone francophone, la Centrafrique Sango, le Mali Bambara, la Mauritanie Hassania et le Sénégal Wolof. 1. Centrafrique. A. Groupe de langues africaines parlées. Famille bantoue. Quelques langues de la famille bantoue sont parlées au sud-ouest du pays, notamment en Lobaye. Isongo ou Mbati, Ngando, Aka, langue des Pygmées Aka de Mongumba, Babensel de Nola. Famille nilo-saharienne. B. Situation socio-linguistique. Parmi cet ensemble de langues, les groupes Jebaya, Manza et Banda, qui ont chacun une importance numérique à peu près égale, sont parlés au titre de langue maternelle par près de 80% d'une population estimée à 5 500 000 habitants en 2015. Les autres groupes se partagent les 20% restants dans les proportions suivantes: Sara Mbay 32%, Mbum 28%, Nzakara Zande accent aigu 20%, Ngbaka Mabo, Monzobo et Gebanzi Libolaka 20%. Outre ces langues premières, le Sango, qui compte environ 350 000 locuteurs de langue maternelle, est utilisé comme langue véhiculaire par la quasi-totalité de la population. Il a d'abord eu le statut de langue nationale en 1963 et est devenu langue officielle à côté du français depuis 1996. Le français, langue officielle depuis l'indépendance, est d'abord la langue de l'administration, de l'éducation, de la presse écrite. Les écriteaux, les annonces publicitaires de même que les informations officielles sont en majorité rédigées en français comme en témoignent les panneaux rencontrés au long des routes. Cela dit, malgré son statut, le français est loin d'être parlé par l'ensemble de la population centrafricaine. Selon des sondages récents, on estime à 29% le pourcentage de la population centrafricaine ayant des notions de français suffisantes pour tenir une conversation élémentaire dans une syntaxe approximative. Seuls 7% de la population peuvent être considérés comme des locuteurs réels, capables de parler, lire et écrire le français. Il s'agit de la fraction de la population qui a été scolarisée, au moins au niveau du cycle primaire. De ce point de vue, il existe une disparité entre les hommes et les femmes, les filles, en particulier en milieu rural, étant moins scolarisées que les garçons. Par ailleurs, il s'est développé en Centrafrique, comme dans la plupart des pays d'Afrique francophone, un français oral comportant du point de vue lexical comme du point de vue syntaxique, un certain nombre de particularités locales. Ces spécificités, dont la plupart sont d'ailleurs communes aux autres pays francophones de la sous-région, n'aboutissent toutefois pas, dans ce cas, à un véritable parler local comme c'est le cas du Nouchi en Côte d'Ivoire ou du Kam franglais au Cameroun. Ou bien le citoyen centrafricain ne parle pas français, ou bien s'il possède la compétence de le parler, il le parle dans une variante relativement proche du français normé. C'est sans doute parce que la population n'a pas vraiment besoin d'avoir recours au français comme langue véhiculaire, dans la mesure où le Sango joue ce rôle à l'échelle de l'ensemble du territoire. Cela explique probablement qu'un français populaire oral ne se soit pas développé autant que dans d'autres pays qui n'ont pas cet atout. C. Politique linguistique. Y a-t-il en Centrafrique une politique destinée à faire évoluer la situation sociolinguistique du pays? Le Sango ayant pris de plus en plus d'importance dans la communication verbale,
Les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour faciliter la promotion du bilinguisme français-sango dans la vie officielle du pays. En 1975 a été créé l'Institut de linguistique appliquée, ILA. Dans l'éducation scolaire. En 1982, le Séminaire national sur la réforme du système éducatif a émis une recommandation concernant la généralisation du sango comme matière et véhicule d'enseignement pour l'enseignement initial et la formation pour adultes. En 1984, une ordonnance présidentielle a institué le sango comme deuxième langue d'enseignement en Centrafrique. Un programme expérimental portant sur des écoles de promotion collective, EPC, avait déjà été mis en place dès 1973. De 3 écoles en 1973, on était passé à 180 sur les 912 écoles primaires que comptait le pays à cette époque. L'expérience a continué par la suite, mais ne s'est guère étendue, du fait des tribulations successives connues par le pays ces dernières décennies à la suite des changements de régime successifs et des guerres civiles qui en ont parfois découlé, entraînant la déstructuration partielle du système éducatif. L'expérience avait pourtant donné de bons résultats, et les évaluations faites avaient montré que les élèves du primaire qui avaient suivi un enseignement bilingue sango, français avaient un niveau légèrement supérieur aux autres. Elle a aussi contribué à améliorer le taux de scolarisation de 30 à 44%. Dans l'éducation pour adultes. L'alphabétisation des adultes en sango des adultes s'est faite essentiellement sous l'égide de l'Institut pédagogique national, IPN, créé en 1974 en collaboration avec l'UNESCO et diverses ONG. Il s'agit surtout d'une alphabétisation fonctionnelle, tournée vers les producteurs de coton, de café et de tabac. Ces opérations d'alphabétisation ont beaucoup contribué à donner au sango une orthographe standardisée. L'un des facteurs de l'intensification des programmes d'alphabétisation en sango a été la loi d'orientation de l'éducation, 1997, faisant obligation à tous les projets de développement à caractère communautaire d'insérer dans leur programme d'action un volet consacré à l'alphabétisation et d'en assurer la promotion multiforme. Il convient de signaler que des ONG promeuvent aussi des programmes d'alphabétisation pour adultes dans quelques-unes des grandes langues régionales. Dans la vie culturelle institutionnelle. La presse écrite. Entre 1976 et 1981 est paru un journal destiné à ceux qui ont été alphabétisés en langue sango, dénommé Linga, qui paraissait tous les 2 mois. Le secteur audiovisuel. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Communication diffuse sur les ondes nationales des émissions en sango et en français. La vie publique institutionnelle. Le ministère de la Justice autorise la tenue de 2 procès en sango et en français. Les confessions religieuses chrétiennes, encore nombreuses dans le pays, surtout centre et sud, tiennent leur culte essentiellement en sango et accessoirement en français. Les livres. Malgré les difficultés des structures d'édition dans le pays, un certain nombre d'ouvrages sont publiés en version monolingue ou bilingue dans quelques grandes langues du pays, essentiellement en sango. Ils servent essentiellement de documents pédagogiques. Nous n'en dresserons pas la liste exhaustive ici, mais on peut donner un ordre d'idée quantitatif. En version unilingue, il existe 6 ouvrages en sango, 5 relevant de la littérature orale transcrite, utilisée essentiellement dans le cadre de l'enseignement scolaire, et 1 se rapportant à l'éducation sociale, Ndia Tisewa, Code de la famille, utilisé plus spécifiquement pour l'alphabétisation des adultes. En version bilingue sango-français, on peut recenser 4 ouvrages relevant de la littérature et 5 relevant d'éducation fonctionnelle, élevage, exploitation forestière, linguistique. En version bilingue sango-anglais, ouvrages surtout destinés aux acteurs d'ONG de langue anglaise, une publication littéraire et une publication linguistique consistant en un lexique anglais, sango. Par ailleurs, la littérature centrafricaine francophone a peu de visibilité et en dehors de Pierre Bamboté et d'Étienne Goyemide, la plupart des écrivains centrafricains restent inconnus du grand public. Pourtant il existe un certain nombre d'auteurs de littérature, recensés dans une étude d'Honoré Douba, en particulier dans le domaine de la poésie et du théâtre. Mais beaucoup d'œuvres restent multigraphiées et quand elles sont publiées, elles le sont localement ou au mieux, par des maisons d'édition de pays voisins d'Afrique, en particulier le Cameroun, qui n'ont pas d'importants réseaux de diffusion.
Malgré les difficultés de la RCA à restaurer un état de droit après de douloureuses années de guerre civile, on peut donc dire que, dans l'ensemble, la prise de conscience de l'importance de la préservation et de la promotion des langues africaines locales a sensiblement progressé, à l'instar de ce qui s'est passé chez ses voisins francophones. Cette promotion se fait surtout en faveur du sango, du fait que la population a le privilège de disposer d'une langue africaine véhiculaire couramment parlée à l'échelle nationale. Les autres langues sont surtout utilisées dans la sphère privée. 2. Mali. A. Groupe de langues africaines parlées. Ce tableau donne un aperçu général assez approximatif, étant donné qu'il ne tient pas compte de la dialectalisation plus ou moins importante de certaines de ces langues, par exemple le kazonké, le kagoro, le maraka dafine pour le bamanan, ou encore le wasulinké, le kourango, le jaranka, le siranka pour le maninka. B. Situation sociolinguistique. Langue de tradition locale. Toutes les langues énumérées ci-dessus n'ont évidemment pas la même importance ni le même statut. Certaines sont monofonctionnelles et ne sont parlées qu'au titre de langue maternelle par les locuteurs d'une communauté linguistique donnée. D'autres, en revanche, ont une vocation véhiculaire plus ou moins affirmée, soit à l'échelle d'une région, soit à l'échelle nationale. C'est le cas du bamanan, bambara en français, dont un standard s'est imposé et qui, au-delà des stricts locuteurs de langue bambara, est compris et parlé par plus de 80% de la population malienne, c'est-à-dire pour une population globale de près de 18 millions d'habitants, recensement de 2015, par près de 16 millions de locuteurs. On peut donc considérer que cette langue joue le rôle de langue véhiculaire à l'échelle nationale. Nous verrons plus loin que la politique linguistique menée dans le pays n'est pas étrangère à cette situation. Du fulfulde accent aigu et du poulard, parlé comme langue première par les Peuls qui représentent environ 14% de la population malienne et qui sont essentiellement concentrés dans les cercles de Mopti, de Douentza, de Djenné et du Maxina. D'autres Peuls vivent également en assez forte concentration, le long de la frontière mauritano-malienne. Dans ces zones, le fulfulde accent aigu et le poulard jouent le rôle de langue véhiculaire régionale. Les principales autres langues parlées au Mali sont surtout parlées au titre de langue première par les représentants des aires linguistiques concernées, et leur fonction véhiculaire est quasi nulle. Voici leur position géographique par ordre d'importance du nombre de locuteurs. Le soninké, parfois dénommé aussi sarakol, est parlé comme langue première par ceux qu'au Mali on appelle les Markas. Ce groupe représente environ 9% de la population. Il est installé sur une bande étroite, le long de la frontière mauritanienne depuis le nord de Caille jusqu'à Nara, en passant par Yélimané et Nioro du Sahel. Le sénoufo minyanka est parlé au titre de langue première par 9% de la population. Les sénoufos s'occupent un cordon le long des frontières avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans les cercles de Sikasso, Kadiolo et Kolondiéba, pour partie. Les minyankas sont plus au nord des cercles de Koutiala, Yorosso et au sud de Sane. Les deux groupes parlent en fait deux variétés dialectales d'une même langue. Il convient de noter à l'intérieur de ces groupes une forte progression du bambara, la langue véhiculaire nationale, langue qui est devenue aujourd'hui langue maternelle pour plus d'un quart de cette population. Le songhay est parlé au Mali comme langue première par environ 7% de la population. Les locuteurs songhay vivent le long du fleuve Niger, de Goudam à la Bezanga. Cette langue se scinde en deux variétés dialectales, celles de Gao et de Tombouctou. Le dogon est parlé par la société du même nom. Les dogons représentent environ 3% de la population malienne, mais leur poids dans la vie culturelle et économique du pays est beaucoup plus fort que leur simple importance numérique. Le fait qu'ils aient fait l'objet de très nombreuses études ethnologiques et ethnolinguistiques, G. Dieterlen, G. Calam Griol, S. de Granet, M. Griol, a conféré à cette société une grande notoriété hors du pays et sa spécificité culturelle bien conservée, combinée à l'originalité de son habitat troglodyte dans la falaise de Bandiagara, cercle de Sanga, attire depuis longtemps un tourisme de masse. Cette langue se décompose en plusieurs variétés dialectales, le tombo, le tono, le toro, le diamsé, le togo, le tomo. De ces différents dialectes, c'est aujourd'hui le toro, parlé de part et d'autre de Sanga, le long de la falaise, qui s'est imposé comme standard du dogon. Le bobo qui se décline en deux variétés dialectales,
le boré, majoritaire au Mali, et le bwamu, également parlé au Burkina Faso, utilisé comme langue maternelle au sud-est du pays par environ 2,5% de la population. Du fait de travaux linguistiques consacrés à cette langue, Gémanessi, Bédorossi, et de l'action des missions religieuses, on dispose d'un assez grand nombre de documents écrits dans cette langue et malgré sa faiblesse numérique, c'est une des zones les mieux alphabétisées dans une langue locale. Le bozo est parlé par la société de pêcheurs qui occupe la région de Mopti. Cette langue, elle aussi diversifiée dialectalement, est pratiquée par 2% de la population malienne, mais elle semble en régression car la plupart des locuteurs de cette région parlent le bambara et le peul qu'ils tendent souvent à utiliser comme langue principale dans la communication même intra-ethnie. Le tamashek, parlé également au Niger, en Libye et en Algérie, est utilisé dans la partie nord du Mali par les Targis, pluriel de Touareg. Ceux-ci représentent moins de 1% de la population du pays mais occupent une partie très importante du territoire septentrional malien. Depuis une décennie environ, un mouvement indépendantiste touareg, allié pendant un temps aux islamistes, a vu le jour dans cette région septentrionale. Le hassaniya, dialecte de l'arabe principalement parlé en Mauritanie, est pratiqué comme langue religieuse, dans les écoles coraniques et utilisé comme langue première par une fraction marginale de la population à la frontière de Mauritanie. Langue importée. Le Mali fait partie des pays de l'Afrique francophone. Le français y est donc de loin, la langue importée la plus couramment parlée. Une estimation de 2015 évaluait le nombre de francophones, capables de parler, lire et écrire le français, à 2 744 000, soit 17% de la population. Si on baisse les exigences en incluant les locuteurs qui comprennent et parlent partiellement le français, on peut alors atteindre 40%. Cela en fait la deuxième langue la plus connue du pays après le bambara. Elle est considérée comme langue de prestige, acrolecte, et sa maîtrise est la marque d'une supériorité de statut. Le français parlé au Mali s'est localement coloré de quelques particularités lexicales ou syntaxiques, mais pas assez cependant pour considérer qu'il existe une variété locale de français, comme on peut dire qu'il existe un français du Bénin, du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Cela tient au fait que dans ce pays, c'est une langue surtout pratiquée par l'élite scolarisée et qu'elle est peu utilisée pour la communication courante par les masses populaires qui ont recours soit à leur langue maternelle soit au bambara. Le français est naturellement plus utilisé pour la communication en milieu urbain qu'en milieu rural. C. Politique linguistique. Le français est la seule langue officielle du Mali. C'est celle qui est utilisée par l'État et l'administration. À côté de cette langue officielle, le Mali reconnaît 13 langues nationales, l'ensemble de celles qui sont parlées au Mali, qui à ce titre peuvent être occasionnellement utilisées dans certains actes de la vie publique. C'est surtout vrai pour le bambara et secondairement le peul. Mais ces langues d'origine locale sont surtout pratiquées dans la vie privée, dans l'enseignement et la formation. Pour ce qui est de l'institution scolaire, le français est la langue officielle de l'enseignement public à tous les niveaux. Toutefois, depuis les années 70, de nombreuses expériences sont ou ont été tentées, sous l'égide de la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée, DNAFLA, pour introduire une langue africaine dans laquelle alphabétiser les élèves au tout début du cycle primaire, la langue retenue variant en fonction des régions où le projet a été mis en place. Des expériences ont été ainsi tentées en bambara, ce sont les plus nombreuses, du fait que c'est la première langue du pays, en fulful DE accent aigu, en dogon ou en songhay. Par ailleurs, le dynamisme de cet organisme d'alphabétisation fonctionnelle, dépendant du ministère de l'Éducation nationale, a permis d'organiser, en partenariat avec l'UNESCO, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et quelques autres ONG, de nombreuses campagnes d'alphabétisation fonctionnelle en direction des adultes dans presque toutes les langues parlées dans le pays. Ces entreprises ont été possibles dans la mesure où la DNAFLA a préalablement établi des grammaires, des standards graphiques et de la documentation pédagogique pour ces langues nationales. Parfois, là où la DNAFLA n'a pas opéré, le travail de description, de standardisation et d'alphabétisation a été pris en charge par les missions chrétiennes, assez rares dans ce pays à majorité musulmane,
comme c'est le cas pour le bobo, boré, bwamu. Du fait de cette action, la société bobo présente un taux assez élevé de personnes sachant lire et écrire cette langue. Le Mali est donc l'un des pays d'Afrique francophone au plus fort taux d'alphabétisation dans une langue africaine. Dans les médias, le français domine largement la presse écrite, au moins pour ce qui est des journaux et revues nationaux, qu'il s'agisse d'éditions imprimées, l'Essor, les Échos, l'Aube, ou d'éditions en ligne MaliWeb. Il y a bien eu, pendant plusieurs années, un journal édité à Bamako en Bambara, Kibarou, Nouvelles, dont le tirage était relativement faible et dans lequel une page était parfois aussi réservée au full DE accent aigu. Sa publication imprimée a toujours été occasionnelle et irrégulière et il semble qu'elle soit aujourd'hui abandonnée mais se poursuive désormais en ligne. Il existe par ailleurs quelques publications de presse régionale, souvent d'obédience religieuse ou militante, qui sont écrites dans la langue parlée localement. Mais ces publications sont très instables, le tirage est faible et les parutions irrégulières. Une meilleure part est faite aux langues africaines à la radio et à la télévision nationale, qui diffusent quelques émissions dans l'une ou l'autre de ces langues, le bambara étant très majoritaire. Toutefois, c'est encore le français qui occupe la place la plus importante. Il existe quelques radios privées locales qui diffusent exclusivement en bambara, ou dans la langue parlée dans la région, mais leur rayon de diffusion est très limité. Bien que le français se taille la part du lion dans ce secteur, comparé à d'autres pays francophones, le Mali est un de ceux où les langues africaines sont les plus présentes, loin toutefois derrière Madagascar ou le Rwanda. Dans l'édition littéraire, cette importance accordée par la société malienne à la promotion des langues africaines locales se traduit aussi par l'édition d'ouvrages littéraires dans ces langues. De petits éditeurs locaux indépendants, subventionnés le plus souvent par des organismes internationaux, ont ainsi publié, en version monolingue, des volumes inspirés d'œuvres de tradition orale, contes, épopées, souvent sous forme d'adaptation pour un public jeune dans la mesure où c'est le public scolaire qui est prioritairement visé. Les trois principales maisons d'édition qui œuvrent dans ce sens, Edis, Jamana, La Sahélienne, ont à elles seules publié 18 volumes relevant de genres de tradition orale en bambara. Mais ces mêmes éditeurs ont aussi publié des ouvrages de tradition écrite. Romans, pièces de théâtre, essais et même bandes dessinées. Ainsi, Edis a publié un roman de Samba Niaré en bambara, Kanouya Whale, une histoire d'amour, qui a été ultérieurement traduit en peul, en songhay et en français chez le même éditeur. Cette maison a également publié en bambara 2 recueils de nouvelles et 2 pièces de théâtre, Ntomokun et Mazazi de S. Niaré. La Sahélienne, quant à elle, a publié 2 essais de SS Tarawel en bambara, Hien Nana, La miséricorde est arrivée et Siyakaba, Le noyau de l'identité, ainsi qu'une BD toujours en bambara, Karimu Nikaya de Job Terra. De son côté, Edis a également publié une adaptation du roman Bambara Kanouya Whale en bande dessinée. Dans ses publications qui recourent aux langues africaines parlées au Mali, c'est le bambara qui domine largement parce que c'est par excellence la langue véhiculaire nationale. Mais cette production littéraire ne peut être consommée que localement par des lecteurs connaissant la langue. La littérature malienne connue à l'international est quant à elle, francophone avec quelques figures majeures telles que Yambo ou Ologem, Massa Makan Diabaté et Amadou Hampâté Bâ, qui ont tous publié hors du Mali. 3. Mauritanie. A. Groupe de langues africaines parlées. B. Situation socio-linguistique. La langue de loin la plus parlée sur le territoire mauritanien est le hassaniya, qui fait véritablement figure de langue nationale, l'arabe est langue officielle. Elle est parlée au titre de langue première par au moins 70% de la population, et elle est comprise et parlée à des degrés de compétence divers par la quasi-totalité. En effet, une partie non négligeable de la population mauritanienne est bilingue, voire trilingue. Cela est surtout vrai dans ce qu'on appelle la partie négro-mauritanienne du sud du pays, qui ne fait pas partie de l'ensemble arabo-hassanophone comme langue maternelle et qui se décompose en 3 grands ensembles principaux, les Alpoulars, Peul, les Soninké et les Wolofs. Les autres langues parlées au titre de langue première ne dépassent guère 5% et certaines, comme le bambara ou le full DE accent aigu, concernent au plus 1% de la population. Toutefois,
Cette hétérogénéité de la population mauritanienne entre, d'une part, les Maures blancs, Béidanes, ou Noirs Aratines, et d'autre part des Négros mauritaniens a toujours été source de tensions linguistiques au sein du pays, les seconds vivant souvent l'hégémonie du Hassaniya comme un impérialisme culturel auquel il fallait résister. Le français est la langue d'une partie de l'élite scolarisée, mais il est très peu pratiqué dans les masses populaires. De ce fait, son utilisation ne s'écarte guère du français normé et ne présente que peu de particularités locales. C. Politique linguistique. En 1960, au moment de l'indépendance, l'arabe était langue nationale et le français langue officielle. Une politique d'arabisation a fait passer l'arabe de son statut de langue nationale au double statut de langue nationale et officielle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.